Bérangère. Paul. Bonjour chers invités et chers publics qui venez de nous rejoindre pour It's the Economy Stupid. C'est la deuxième séquence de la journée pour le Forum économique de la rentrée. Je suis ravi et honoré de lancer le deuxième temps fort de ce grand événement de rentrée dont la thématique est le coût de l'inaction. Ce matin, nous avons pu écouter l'économiste Maxime Sbailly ainsi qu'un panel de plusieurs personnalités du Grand-Duché nous parler de transition démographique. La séquence de ce début d'après-midi sera quant à elle consacrée à la transition énergétique, une problématique majeure que nous allons aborder avec nos invités. Mais comme ce matin, cette séquence vous donnera l'occasion d'exprimer vos remarques et de poser vos questions aux intervenants sur scène. Alors comment ça se passe, Bérangère ? Alors exactement, nous aurons un temps dédié à l'interaction. C'est important pour nous d'avoir cette conférence et ce dialogue entre la salle et la scène. C'est-à-dire qu'après les présentations, nous aurons des micros qui passeront dans la salle pour que vous puissiez directement poser vos questions. Et puis si vous brûlez d'impatience, n'hésitez pas tout au long de la conférence déjà à nous donner vos réflexions, vos impressions via ici le QR code. Cela mène sur la Swapcard, donc notre application numérique, et vous pouvez directement dans la transition énergétique mettre vos questions, vos impressions, je les résumerai tout à l'heure et on pourra en parler. Alors regardons peut-être un peu plus amplement quels seront les grands axes et les grands sujets de cet après-midi. On parlera donc de décarbonation, d'indépendance énergétique, d'efficacité, de photovoltaïque et de compétitivité. Merci beaucoup, Bérangère. Alors, quand on parle de transition énergétique, on imagine souvent des courbes, des chiffres, des scénarios à l'horizon 2030 et 2050. Mais au fond, la vraie question est très simple. Est-ce que nous aurons demain, ici en Europe, une énergie fiable, abordable et propre ? Et cette question, elle n'est pas théorique. Elle conditionne tout le reste. La compétitivité de nos entreprises, la justice sociale pour nos citoyens et même la souveraineté de nos États. Parce que derrière chaque ampoule allumée, chaque four qui chauffe, chaque usine qui tourne, désolé, il y a une dépendance énergétique. Ah, ben voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Alors, la régie... La thématique. S'il vous plaît. Ouais, bon, super. J'ai pas marché sur un câble. Oh, ouais, j'allais dire Paul, t'as marché sur le câble. En même temps, Paul, quand même. Oui. On te connaît. Les économistes, vous aimez bien la preuve par l'exemple, la preuve par la panne. Ce n'était pas une vraie panne. Effectivement. Ce que vous venez de vivre durant seulement quelques secondes, c'est ce que des millions, des dizaines de millions d'Espagnols et de Portugais ont vécu en avril dernier. Une coupure soudaine, imprévue, qui rappelle brutalement que l'énergie n'est pas une donnée naturelle, mais une construction fragile. Nous tenons pour acquis quelque chose qui, en réalité, ne l'est pas. La transition énergétique, c'est donc à la fois une nécessité et la source de nombreux enjeux. Comment sortir de la dépendance aux énergies fossiles sans tomber dans une autre dépendance technologique ? Comment accélérer le renouvelable sans bloquer sur l'acceptabilité des citoyens ? Comment financer cette mutation gigantesque ? Et surtout, comment faire en sorte qu'elle ne laisse personne au bord de la route ? Ce sont ces tensions et ces dilemmes que nous allons explorer ensemble avec nos invités. Et pour en parler, Paul, tu reçois l'une des voix les plus écoutées et les plus respectées sur la scène internationale en matière de politique climatique, Laurence Tubiana. Oui, économiste, diplomate, universitaire, mais aussi militante infatigable du dialogue entre sciences, politique et société civile, Laurence Tubiana a marqué de son empreinte les politiques climatiques des dernières décennies. Vous avez successivement œuvré dans la recherche, au service de l'État, dans la société civile et au sein de plusieurs grandes institutions internationales. Vous avez notamment enseigné à Sciences Po comme à l'Université de Columbia et vous avez aussi conseillé Lionel Jospin lors de son passage à Matignon. Mais c'est surtout en 2015, Laurence Tubiana, que vous êtes entrée dans l'histoire comme ambassadrice de la France pour les négociations climatiques. Architecte discrète mais décisive de l'accord de Paris, vous avez su convaincre 195 pays de s'engager ensemble pour limiter le réchauffement climatique. Depuis, vous poursuivez ce rôle de stratège et de vigie à la tête de la Fondation européenne pour le climat, mais aussi du Haut Conseil pour le climat et à travers de nombreuses initiatives citoyennes et internationales. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à Luxembourg. Madame Laurence Tubiana.
Merci beaucoup de l'invitation. Vraiment, c'est tellement important de se parler, de réfléchir collectivement aujourd'hui. Quand on entend tant d'idéologie, de polarisation, n'importe quoi, des fois c'est quand même rassurant, même si c'est inquiétant, de regarder que les lois de la physique, elles ignorent la politique, elles ignorent la géopolitique. Et c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Et par ailleurs, le blackout, ce n'était pas les énergies renouvelables, mais c'était vraiment la gestion du réseau. C'est vrai, les réseaux électriques, c'est très important. Et c'est aussi des enjeux de sécurité. On le voit hein, avec un peu tout l'enjeu de technologie et de contrôle de l'information. Alors, on est dans un moment... ça fait 30 ans que je m'occupe du climat, donc ça fait longtemps. Ma première COP, c'était à Kyoto en 1997. Je découvrais la diplomatie du climat à ce moment-là. Et depuis, je vois que c'est vraiment le problème de comprendre un problème aussi grand. On l'a vu comme le problème démographique, j'ai beaucoup aimé le parallèle. Et on est vraiment dans cette logique de tipping point aussi, de point de bascule. Et c'est très compliqué pour des sociétés très différentes, des niveaux de développement très différents, avec des intérêts économiques assez contradictoires tout de même, de se mettre d'accord sur un problème aussi grand. Alors que spontanément, bien sûr que j'aimerais penser à autre chose. J'aimerais que ça n'existe pas, j'aimerais de me faire trop de soucis pour le climat, qu'au fond, comme le dit le secrétaire d'État à l'énergie, oui, le climat, ça existe, mais enfin, vous en faites des tonnes, il n'y a pas besoin de se faire tellement de soucis. J'aimerais beaucoup ne pas me faire de soucis, vraiment. Sauf que c'est là. Et en même temps, on voit bien qu'un public, le public, particulièrement en Europe, mais pas seulement, à la fois s'inquiète du changement climatique, mais s'inquiète aussi de l'inflation, des coûts de l'énergie, de la complexité réglementaire. Au fond, cette question est tellement compliquée et en même temps, dans un moment où on a, après beaucoup d'années, où d'ailleurs on l'a fait avec Enrico à Sciences Po, on avait le sentiment il y a quelques années qu'au moins en Europe, on savait où on allait. On avait le Green Deal, on savait où, on avait compris l'orientation du monde, du changement technologique et économique qui était en train de se préparer et qu'il fallait avoir une direction très claire. Et aujourd'hui, comme on le sait, c'est confus. C'est confus parce que on voit beaucoup de trade-off, de contradictions entre les intérêts et d'une certaine manière une énorme tentation pour dire, alors j'en parle pour par exemple le pays qui est le mien, la tentation de conclure que le climat, ça n'est vraiment pas la priorité. Il y a tellement d'autres choses tellement importantes. Mais la vérité, et encore une fois, c'est tellement en parallèle avec la démographie, vous aviez raison, retarder la transition ne fait pas disparaître les pressions. Le recul n'arrange rien, au contraire. Ça ne rend pas l'énergie moins chère, ça ne protège pas l'industrie des chocs mondiaux, ça ne restaure pas la compétitivité de se dire on a encore du temps devant nous. Parce que la transition énergétique est une transformation mondiale qui a commencé. Je dirigeais la délégation française en 2009 à Copenhague. Et en 2009, bon, ça a été un peu l'effondrement. Tout le monde était très déprimé par l'incapacité d'arriver à ceux qu'on a finalement pu produire à Paris. Mais en février 2010, la Chine a fait le Parti communiste chinois a fait un grand rassemblement d'une semaine pour parler du changement climatique, 2010. Et en 2010, ils ont décidé que l'interprétation de l'échec de Copenhague, c'était le signal que cette révolution allait arriver et qu'il fallait parier sur elle. Et c'est à ce moment-là, en 2010, au tout début, qu'ils ont décidé de lancer le programme de véhicules électriques, de batteries, d'électrolyse, de panneaux solaires à une beaucoup plus grande échelle, de matériaux critiques avec un peu plus tard la route de la soie. Donc, c'est déjà en marche depuis très longtemps. Et les hésitations que je vois dans mon continent, auquel je tiens tellement, je suis tellement fière d'être européenne, je suis inquiète aujourd'hui de ces hésitations. Est-ce que l'accord de Paris a servi quelque chose? Et merci de ces très gentils mots. 10 ans depuis l'accord de Paris. L'accord de Paris, avec tout ce qu'on peut s'interroger sur où nous en sommes, puisque nous allons bien trop lentement dans cette course contre le temps,
Avant 2015, le monde se dirigeait vers un réchauffement de 3,5 à 4 degrés C. Aujourd'hui, les engagements actuels nous rapprochent davantage de 2,6 degrés, peut-être de 3 degrés. Certains sont plus optimistes. Moi, je reste dans la fourchette des plus pessimistes. Mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est déjà beaucoup, beaucoup trop. C'est déjà un tipping point pour beaucoup d'écosystèmes et on le voit aujourd'hui, pour le coût que ce changement climatique entraîne. Alors, les 5 à 10 prochaines années seront décisives pour savoir si on peut éviter les niveaux les plus dangereux. On ne va pas éviter le danger, mais la question, c'est d'éviter les niveaux les plus dangereux de perturbation climatique. Et bien sûr, encore une fois, les États-Unis ont décidé de prendre une autre voie. Et c'est vrai que cette décision, pour la deuxième fois des États-Unis de sortir de l'accord de Paris, elle est beaucoup plus grave que la première, en partie parce que cette administration américaine est mieux organisée, plus agressive et a décidé de faire du climat et de la défense des énergies fossiles un élément considérablement central de leur politique. Mais franchement, je pense que les États-Unis nuisent avant tout à leurs intérêts. Alors, les coûts de l'inaction. Bravo pour ce thème de ce séminaire, de ce forum, parce que c'est la question clé qui est complètement ignorée. La BCE vient de sortir son estimation pour 2025 ou 2024, je ne sais plus, 25, plus de 40 milliards de coûts des événements climatiques extrêmes et évidemment les conséquences qu'il y en tire pour du changement climatique sur l'économie européenne. La BCE, ce n'est pas des écologistes, hein. C'est pas Greenpeace, ce n'est pas les Amis de la Terre, c'est la Banque centrale européenne. Bon, il faut quand même qu'on écoute les économistes, pour une fois là-dessus. Et tout retard, et encore une fois, toujours, j'entends lorsqu'on parle d'investissement, lorsqu'on parle de la nécessité, puisque bien sûr, ça coûte de faire la transition. Mais les coûts de l'inaction, ils sont déjà là, parmi nous. Et l'idée qu'on n'a pas maintenant les ressources nécessaires, qu'on les aura peut-être un jour plus tard et qu'il faut donc attendre, on fait que tout retard a un coût énorme. Et encore une fois, c'est tellement le parallèle avec traiter cette question de la crise démographique auquel on est confronté. Presque 400 milliards de dollars de dommages en 2024 qui ont été, en tout cas, calculés par les compagnies d'assurance. Seulement 40% de ces dommages étaient assurés. Et ce déficit de protection, il va évidemment encore s'aggraver. Et qu'est-ce que ça veut dire un déficit de protection ? Lorsque aujourd'hui les compagnies d'assurance refusent d'assurer les maisons en Californie, ou bien en Floride, ou bien sur la côte bretonne, ça veut dire qu'il va y avoir un transfert considérable de ceux qui payent les impôts, vous et moi, vers de la propriété privée, parce qu'il faut bien compenser ceux dont les maisons sont détruites, ceux qui doivent réorganiser évidemment complètement leur activité économique. Et donc cette idée qu'on verra bien suppose qu'on se tend vers un modèle de transfert des ressources qui est complètement impossible à imaginer et à équilibrer. Et dans ce sens-là, c'est exactement en tout cas c'est un parallèle avec ce qu'on a écouté ce matin. Alors, tout retard a un coût énorme, je le disais encore une fois, mais ça se voit aujourd'hui lorsque le PDG de Swiss Re, la grande compagnie de réassurance, dit on atteint les limites de l'assurance traditionnelle. Lorsque j'ai préparé les accords de Paris, le président d'alors d'AXA m'a dit vers 2025-26, on va peut-être commencer à arrêter d'assurer. Et c'est déjà arrivé, progressivement, ça arrive déjà dans beaucoup de pays. Et puis l'envolée des prix alimentaires. On l'a vu en Inde, on l'a vu en Europe. Rien que penser au prix de l'huile d'olive, c'est une consommation pour moi très importante, parce que je suis méditerranéenne. La BCE dit c'est au moins une baisse de 5% du PIB par rapport au niveau de référence en Europe, comparable à la crise financière. C'est vers cela qu'on va aujourd'hui. Et donc, d'une certaine façon, à mesure que les coûts augmentent, les gouvernements vont être obligés d'intervenir, et les gouvernements, ils n'ont pas de l'argent, ils viennent quelque part. Il vient d'un prélèvement sur l'économie. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, on va avoir des coûts d'emprunt plus élevés, on les a déjà, une fiscalité imprévisible et moins de capitaux pour les investissements productifs, parce qu'il faudra compenser ces dommages de l'inaction climatique. Or, on sait
pour les entreprises comme les gouvernements que l'instabilité fiscale et financière est néfaste pour la croissance, les investissements et la compétitivité. Alors, si je regarde l'énergie, l'invasion russe en Ukraine a révélé à quel point l'Europe était devenue vulnérable. Les conséquences budgétaires massives. Les mesures de soutien national dans l'Union européenne et au Royaume-Uni ont totalisé environ 792 milliards d'euros à la mi-février 2023. Ça a été un choc économique énorme. Plafonnement des prix, réduction d'impôts, transferts et programmes de liquidité. Alors, on a fait un effort d'ailleurs vers l'indépendance, vers plus de souveraineté énergétique, mais on a surtout beaucoup dépensé pour amortir la facture des énergies fossiles. C'est quand même de l'argent, d'une certaine manière, de l'argent perdu. L'inflation, le drame qu'on voit aujourd'hui, la montée des partis populistes, ils se fondent sur cette anxiété économique très forte qu'on connaît à cause de cette explosion de l'inflation. Les Polonais, d'ailleurs, on dit très bien, ils ont appelé l'inflation la Putinflation. Oui, c'est vrai, c'est l'invasion de la guerre en Ukraine qui a créé l'inflation que nous avons connue, avec toutes les conséquences, notamment avec cette crise pour l'Europe qui a entraîné une augmentation moyenne du coût de la vie des ménages d'environ 7% de leur consommation de l'énergie. Et ce n'était pas le coût de la transition énergétique, ça. C'était le coût de la transition trop lente. On aurait dû depuis longtemps se séparer de ce gaz russe. Alors, vous savez, il y avait évidemment des équilibres politiques, des partis politiques, notamment en Allemagne, qui tenaient à cet approvisionnement russe, par exemple en multipliant les liaisons et les pipelines. Mais c'est ce coût de la transition trop lente qu'on paye aujourd'hui, qu'on paye encore aujourd'hui dans l'inflation, avec aujourd'hui une demande qui est en plus très forte des industriels européens qui disent « mais pour être compétitif, il ne faut pas qu'on paye notre électricité ou notre énergie 2 fois plus cher que les industries américaines. » Et ils ont raison. C'est impossible d'être compétitif si on paye 2 fois plus cher, surtout quand on n'a pas encore vraiment, et puis même pas capable d'une industrie de se passer d'énergie. Donc, et en particulier dans les domaines où les industries à très forte intensité énergétique, la sidérurgie par exemple, y compris lorsqu'on a des technologies très avancées, comme nous les avons en matière d'acier vert par exemple, zéro carbone. Bon, elle peut prospérer à long terme que si elle ne peut pas prospérer si elle repose sur des importations de combustibles fossiles importés. Et alors on peut se dire, après tout, on change, on est les Russes, on va importer le GNL américain, mais on va mesurer le coût de cette dépendance américaine. Quand on regarde d'ailleurs l'accord, je ne sais pas si c'est un vrai accord signé de ce point de vue, mais j'espère que non, d'importation des quantités absolument gigantesques et absolument ridicules vu notre consommation énergétique de gaz américain, c'est pas une solution d'être dépendant d'un autre pays qui, de surcroît, utilise les accords commerciaux ou les relations commerciales comme un moyen de pression politique et qui entame cette recherche de souveraineté qui devrait quand même, dans ce monde tellement volatile, être une indication pour nous. Le Luxembourg, par exemple, est vulnérable. Vos importations représentent plus de 60% de l'énergie primaire, 14% pour les énergies renouvelables et les biocarburants. Alors bien sûr, cette transition, elle a un coût d'investissement. Et quand on est économiste, un investissement, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Parce qu'on va retrouver, en matière de l'amélioration de la productivité, d'être capable d'aller dans cette nouvelle vague technologique, c'est investir. Et je crois, alors on a discuté plusieurs fois avec mon ami Enrico Letta, il y a une manière de ne pas comprendre que les investissements dans la transition énergétique, ce n'est pas la même chose que de la dette. Parce que c'est investir justement dans ce qui sera l'amélioration de l'économie future. En plus, l'inaction, elle n'est pas gratuite. Parce que la transition, elle va se faire avec ou sans nous. J'ai parlé de la Chine tout à l'heure. Mais les investissements mondiaux dans les énergies propres, maintenant, c'est deux fois, pour la première fois depuis 2024, 2 fois les investissements dans les énergies fossiles. Alors si nous, on continue à investir dans les énergies fossiles en les subventionnant et en achetant du gaz liquide aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas le train que les Chinois, évidemment, ont fait démarrer il y a bien longtemps.
Les dépenses consacrées à l'énergie à faible émission ont presque doublé en 5 ans. Et maintenant, c'est 80% des nouvelles capacités électriques qui sont ajoutées dans le monde en 2023, en 2024, et ça va être la même chose pour 2025. Et les coûts ont baissé de façon extraordinaire. Je trouve là, franchement, le 12 décembre 2015, je n'imaginais pas qu'on verrait les véhicules électriques à ces tarifs-là partout dans le monde. J'imaginais pas ça. J'imaginais vraiment pas ça. Pareil que les batteries, le prix des batteries aurait chuté de 90%. Et qu'aujourd'hui, l'énergie solaire est la forme d'électricité la moins chère dans le monde. Donc, cette logique économique, elle va l'emporter sur toutes les guerres culturelles. Regardez le Texas, les nouvelles capacités énergétiques au Texas, c'est du renouvelable. Le Texas. Bon, pas de commentaire sur l'orientation sur la guerre culturelle. Alors, ils peuvent être de la guerre culturelle d'un côté, mais pas du tout. En tout cas, ils n'ont pas perdu le nord sur les nouvelles capacités énergétiques. Donc, le centre de gravité du système énergétique est en train de se déplacer et on peut rater ce mouvement si nous, on ralentit parce qu'on pense que ça fait trop d'investissements, ou que ce n'est pas le moment, ou qu'au fond, après tout, les énergies fossiles, on les connaît bien et on peut continuer à se développer là-dessus. C'est le raisonnement, malheureusement, de nos constructeurs automobiles européens qui, malgré leur investissement pendant plus de 25 ans, 30 ans en Chine, continuent à penser qu'on peut peut-être préférer quand même une Mercedes ou une Volkswagen ou une BMW à essence. Pourquoi ? Alors qu'on voit les BYD, on les voit partout, on les voit en Europe, on les voit au Brésil, on les voit partout. Donc, quand on regarde ce qui est aujourd'hui probablement en termes de parité de pouvoir d'achat, la première économie mondiale, c'est-à-dire la Chine. 2024, les énergies et les technologies vertes représentent 10% du PIB total de la Chine. Du PIB total, pas de l'énergie. La Chine contrôle 80% de la chaîne d'approvisionnement solaire mondiale, 70% des batteries, en plus de la moitié de tous les véhicules électriques. Et ça ne fait qu'augmenter cette proportion. Dans le domaine des véhicules électriques, les entreprises chinoises, elles rivalisent avec les entreprises japonaises, les entreprises américaines, évidemment les entreprises européennes. Et puis, c'est le contrôle des matières premières essentielles, encore une fois, qu'ils ont planifié depuis longtemps. 70% du cobalt, 90% des terres rares, 60% du lithium mondial est traité ou retraité en Chine. Et nous-mêmes, quand on a un accord avec le Chili pour certains matériaux critiques, on va le faire retraiter en Chine parce qu'on ne sait pas le faire. Donc, on ne peut pas dire qu'on est en avance, que l'Europe va trop vite ou qu'elle fait trop. Quand j'entends ça, je me dis, mais dans quel monde nos acteurs économiques, nos responsables politiques vivent? Ils ne regardent pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est fait. La transition écologique, le pari sur l'électrification profonde de toute l'économie, elle est en marche. La question, c'est est-ce que nous, on est dedans ou est-ce qu'on est dehors? Et ça a été 15 ans d'investissement massif. C'est pas si long, 15 ans, finalement. Quand on regarde l'investissement chinois, 15 ans, c'est pas long. Et en 15 ans, ils ont réussi à être les premiers sur ce marché de la croissance verte. Et c'est pour ça que, c'est vrai, lorsque je dis à mes collègues chinois, mes amis qui ont aussi participé à la négociation de l'accord de Paris, l'accord de Paris est en danger, les réactions les plus fortes, les plus violentes, les plus inquiètes, c'est la Chine. Hein. C'est moins aujourd'hui, malheureusement, nos collègues européens. Aujourd'hui, malgré la manière dont la Chine joue sur les deux tableaux, beaucoup de charbon, beaucoup de charbon encore, et beaucoup d'électricité renouvelable, il n'empêche que les émissions de la Chine ont réduit de 1% au cours de l'année précédente, mars 2025. On est probablement très largement au pic des émissions chinoises, on est peut-être déjà en décroissance. Je ne sais pas ce que la Chine, la semaine prochaine, annoncera à New York, mais il est très probable que, et ça ne sera pas les chiffres qu'on attend, mais la Chine peut réduire ses émissions de 30 à 35% en 2035, parce que les investissements sont déjà là pour le faire. Et quand je vois d'ailleurs comment au Pakistan, à lui seul, le Pakistan a ajouté 17 gigawatts d'énergie solaire chinoise en 2024, et cette seule année d'importation a fait passer la part du solaire dans le mix électrique du Pakistan de 4 à 14% en un an. Et d'ailleurs, beaucoup par des initiatives locales, même pas par une politique centralisée du Pakistan. Et les changements similaires sont en cours en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. Le Clean Energy Ministerial qui a eu lieu il y a quelques semaines, tous les ministres de l'énergie asiatique ont dit « nous, on regarde les énergies renouvelables ».
C'est pour ça que quand je vois les allers-retours de l'Europe, qui ne sait pas si elle doit y aller, alors qu'on a tous les instruments de politique économique en place, on a un système de plafonnement d'échange de quotas d'émissions depuis 2000, on a un pacte vert, le Green Deal, dont je sais maintenant que c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer à Bruxelles parfois, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on est pris dans une bulle de désinformation alors qu'on a toutes les bases économiques censées, sans doute pas toutes les bases technologiques, ça c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des accords avec un certain nombre de pays, dont d'ailleurs la Chine. Les émissions de l'Union européenne ont diminué d'environ 32% depuis 1990. Et en même temps, le PIB européen a augmenté de 60% dans la même période. Donc on ne peut pas dire que la décarbonation de l'économie, elle entraîne la pauvreté, comme nous le disent les États-Unis, qu'elle entraîne le sous-développement économique. Au contraire. Donc, 40% de l'énergie, de l'électricité de l'UE, c'est du renouvelable. Et on est en bonne voie pour réduire de 55% d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Et on a encore, pour quelque temps, la plus grande industrie éolienne offshore du monde. Mais ce n'est pas gagné, et on sait combien l'énergie éolienne offshore souffre aujourd'hui de taux d'intérêt élevés, de manque de soutien. Et aujourd'hui, il y a des appels d'offres qui restent sans réponse parce qu'il y a trop d'incertitudes sur les conditions financières. Alors, quand je vois l'idée que c'est trop compliqué la régulation européenne, c'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai, et on n'a pas, et Enrico le dit suffisamment de fois, on n'a pas le marché financier unique de capitaux dont on a besoin pour faire ces investissements. C'est tout à fait vrai. Mais est-ce que affaiblir les règles climatiques va faciliter les choses? Je ne pense pas. Par exemple, de nombreux constructeurs automobiles européens ont passé des années, et alors je n'ai plus le chiffre en tête du montant du lobby, enfin de ce que ça leur a coûté, mais c'est beaucoup d'argent, à faire pression contre le passage au véhicule électrique en pensant qu'ils pourraient encore gagner 10 ou 15 ans avec le modèle de véhicule à essence, le moteur à combustion. Mais le marché qu'ils défendaient est déjà complètement en train de changer. Les préférences des consommateurs ont évolué et les concurrents les dépassent. Je pense, comme un exemple du passé des années 70-80, rappelons-nous Détroit et l'automobile à Détroit, où finalement, avec la crise du pétrole en particulier, lorsque les constructeurs automobiles de Détroit se sont battus contre les normes en matière d'efficacité énergétique et de pollution, mais lorsque les prix du pétrole ont flambé, les consommateurs ils se sont tournés vers les voitures japonaises plus petites et plus efficaces. Il a fallu qu'il y ait un accord entre le Japon et les États-Unis pour gérer ce commerce, parce que, évidemment, tout le monde voulait sa voiture japonaise parce qu'elle était beaucoup plus efficace et moins chère. Et lorsque Détroit s'est adapté, c'était déjà fait. Et on sait encore, quand on regarde ce que c'est la ville de Détroit aujourd'hui, on voit ce que c'est que de rater un moment de vague technologique. Donc c'est vrai que tout retard supplémentaire ne sera pas favorable. Et lorsque je vois 100 dirigeants d'entreprises de mobilité électrique dire à la Commission européenne, il ne faut pas changer l'objectif de 2035. Il faut dire, il y a un moment, oui, vous avez eu le temps de vous préparer, il faut aujourd'hui y aller. Je crois que ce signal de politique économique, il est central. D'autres pays les utilisent. Et je crois qu'affaiblir le signal de régulation, même s'il y a sûrement des progrès à faire en matière de simplification, il me semble que c'est différent. Alors, c'est vrai que les autres secteurs, la chimie, le ciment, l'acier ont des besoins différents. Il nous faut des cadres solides et cohérents. Il nous faut surtout une demande stable de produits à faible teneur en carbone. Mais on a un magnifique outil en Europe, qui sont les achats publics. 2 trillions par an. Et ça, c'est une manne, c'est une capacité de financement qu'il ne faut pas ignorer. Et c'est pourquoi le Carbon Border Adjustment, le mécanisme de taxe aux frontières, est tellement important, non pas en tant que protectionnisme, mais en tant que fondement d'une concurrence équitable, qui récompense la production à faible émission de carbone et décourage le parasitisme. Et je dois dire que pour moi, le CBAM, alors vous savez, il y a quelques années, quand je présentais dans n'importe quelle conférence, et comme bonne européenne, on m'attaquait sur cette horrible mesure protectionniste. Aujourd'hui, c'est plus jamais le cas. C'est plus jamais le cas.
Les gens disent comment on va utiliser ça intelligemment, comment on va faire nous-mêmes partie d'un club qui est moins carboné. Brésil, par exemple. Comment on va mettre nous-mêmes en une taxe à l'exportation des produits très carbonés pour garder ces ressources pour nous, pour faire la transition. Vous voyez en quel point les normes européennes, elles ont un impact sur l'organisation de l'économie mondiale, même si on n'est pas une superpuissance militaire, même si on est ce qu'on est, hein, 27 unités qui ne sont pas toujours d'accord entre elles, mais la normalisation, les normes, la taxonomie financière, tous ces éléments de normativité, ils ont un impact considérable sur l'économie mondiale et il ne faut justement pas y renoncer aujourd'hui. C'est pour ça qu'affaiblir le Carbon Border Adjustment, en particulier en assouplissant son application aux importations américaines, je pense personnellement que c'est vraiment une grave erreur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Alors que, bon, avec les États-Unis, c'est pas la peine que je commande, d'ailleurs, j'essaie d'aller à New York la semaine prochaine, donc je mesure mes propos. Il faut qu'on trouve un modus vivendi avec la Chine. C'est eux qui détiennent aujourd'hui le savoir-faire, la capacité d'investissement dans cette technologie verte, parce qu'ils ont parié plutôt que nous. Mais en même temps, c'est nous qui sommes les plus avancés dans l'instrument réglementaire de politique de décarbonation de l'économie. C'est pour ça que le charbon, nous, on a quasiment terminé. Donc il faut arriver à pousser la Chine à aller plus loin et plus vite dans la réduction de ses propres émissions, mais en même temps en se fixant des objectifs et des politiques suffisamment ambitieuses pour être crédibles. C'est ce qui va se passer la semaine prochaine à New York, et j'espère que l'Europe, qui va devoir discuter dans 2 jours de sa contribution nationale, sera à la hauteur de cet enjeu. Parce qu'on manque de planification stratégique et d'investissement en Europe. C'est compliqué, mais c'est possible. On le voit maintenant sur le secteur de la défense. On peut avoir le même raisonnement qu'on a sur le secteur de la défense aujourd'hui, sur les secteurs de la transition énergétique. On a besoin de nos souverainetés, on a besoin de nos chaînes de valeur. Et on ne peut pas dépendre trop des importations chinoises, pour toutes sortes de bonnes raisons. Et donc, il faut qu'on évite le conflit commercial avec la Chine, et en même temps qu'on trouve un modus vivendi dans un contexte géopolitique que je ne vous décris pas puisque vous le connaissez. Donc je trouve que recourir à des droits de douane très élevés serait une erreur. Et par exemple, lorsque l'Union européenne a mis des droits de douane très élevés sur les panneaux solaires il y a 10 ans, ça a entraîné une augmentation des coûts pour les ménages. Des entreprises qui faisaient l'installation ont toutes se sont arrêtées. Et on a pris un grand retard dans ce qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire remonter la chaîne de valeur nous-mêmes. Et donc, il nous faut, me semble-t-il, des co-entreprises et une coopération en matière de transfert de compétences et de technologies qui créent des emplois et des valeurs en Europe, tout en maintenant des marchés suffisamment ouverts pour permettre la diffusion de l'innovation. Alors, ça fait un renversement de perspective. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on a fait du transfert. Les entreprises européennes ont fait du transfert de technologie vers la Chine. Et bien maintenant, il faut l'inverse. Il faut qu'on accueille des investissements chinois en leur demandant de faire ce transfert de technologie, de partager les droits de propriété intellectuelle. Il nous faut une certaine modestie et une humilité par rapport à cette avance technologique chinoise, mais à mon avis, on a besoin des investissements et on a besoin de ce savoir-faire. Comme le souligne le rapport Draghi pour le rôle de la finance, l'Europe ne souffre pas d'une pénurie de capitaux. Ce qui est terrible, c'est qu'on épargne beaucoup, mais qu'on n'investit pas chez nous. On a une incapacité à orienter efficacement notre épargne. Et pour allouer judicieusement ces capitaux, on a besoin d'informations fiables, prédictibles, comparables, de grande qualité. Ce n'est pas la meilleure utilisation de l'épargne européenne d'acheter des bons du Trésor américain tout de même. On peut investir en Europe. On doit investir en Europe. Et quand il y a eu d'ailleurs de bonnes initiatives, je pense après le Covid, on a eu une mobilisation de l'épargne européenne dans le bon sens. Et je suis très favorable à ce cadre européen pour la finance, à ce marché unique, le cadre pour la finance durable. Il faut évidemment que les obligations d'information soient simplifiées pour les PME. Malheureusement, et je vous donnerai l'anecdote pas très honnête que le propos d'un des dirigeants de Bank of America que je rencontrais à Davos en début d'année, me disant la réglementation européenne est tellement compliquée qu'un tiers
un tiers de Bank of America, imaginez, en Europe, passe son temps à remplir des formulaires. Bien sûr que ce n'est pas vrai, parce que les consultants sont là pour ça ne coûte pas tellement cher, et surtout, ce n'est pas vrai. Mais en alignant les problèmes qu'avaient les petites entreprises, qui étaient de toute façon déjà largement protégées, puisqu'elles n'avaient pas à tout remplir, et ces intérêts qui voulaient faire revenir en arrière, on est revenu en arrière malheureusement. Or, on a besoin d'entreprises qui regardent et qui diffusent et qui expliquent leur stratégie de décarbonation de leur économie pour que tout de même on ait un partage de l'information. Et je crois que faire marche arrière, y compris sur ces questions de taxonomie, c'est en discussion ces jours-ci au Parlement européen, reviendrait à gaspiller l'alignement soigneusement construit avec les normes mondiales. Je crois que vraiment, il faut qu'on se réveille de ce point de vue. Je pense que l'Europe, qui aujourd'hui, quand on voit les États-Unis qui rejettent la science, c'est quand même énorme. D'ailleurs, on va attirer, j'espère, beaucoup de scientifiques américains qui ignorent la logique économique au profit de l'idéologie. L'Europe a la possibilité de se positionner comme la destination la plus attractive de ce monde de l'Ouest, qui veut peut-être plus dire grand-chose. Mais seulement si nous restons cohérents et si nous gardons notre sang-froid. Je suis frappée de l'hésitation de nos responsables politiques. Enfin, regardez, il y a une très belle lettre du président Lula au président Trump qui est parue il y a quelques jours. Si le président Lula fait ça, ne me dites pas que l'Europe ne peut pas le faire. On a tous les moyens pour le faire. Donc stand-up, je dirais, stand-up. Mais on a tout ce qu'il faut. On a une base industrielle solide, des marchés financiers profonds, une innovation de pointe au niveau mondial, l'épargne qu'il faut juste réorienter. 77% des Européens qui pensent que le changement climatique est un vrai problème, très grave. C'est 2025, Eurobaromètre. Le leadership ne va pas de soi. Il faut un leadership, il faut l'exercer. Or, on pourrait vraiment être un continent qui importe au lieu d'importer des combustibles fossiles, en finançant en plus avec beaucoup de subventions ces combustibles fossiles, parce qu'il faut quand même amortir le choc du prix pour les consommateurs privés comme pour les industries, alors qu'on pourrait être un continent qui exporte des solutions, des normes et de la stabilité. Alors, vous savez, aujourd'hui, les pires des messagers, c'est les gens qui s'occupent d'environnement. Bon, je ne suis pas complètement dans cette catégorie, mais quand même, j'ai tendance à m'y mettre. Les responsables politiques, ils écoutent davantage les responsables économiques que tous ceux qui peuvent parler d'environnement. Les messagers, alors c'est vrai pour le public aussi, les politiciens vous écoutent davantage qu'ils ne m'écoutent. Les nombreux décideurs politiques partent du principe que toutes les entreprises veulent de la dérégulation. Mais le secteur économique qui a déjà parié dans la transition écologique, il ne veut pas de la dérégulation. Parce qu'il sait, il faut qu'ils fassent reconnaître la contribution qu'ils font à ce qui est en train de se passer en Europe. Et donc, vraiment, si j'ai un message pour vous, pour tout ce qui est justement cet endroit particulier qu'est le Luxembourg, avec les institutions financières, avec ces fonds d'investissement, on a besoin d'écouter ces voix-là. Et ces voix-là, elles ne peuvent pas ignorer, d'une part, les lois de la physique, parce que ça, vous ne pouvez rien y changer, mais elles ne peuvent pas ignorer non plus que parier des investissements sur cette transition énergétique, c'est vraiment bénéfique à moyen terme. Et c'est même maintenant, aujourd'hui, ça a déjà été bénéfique à court terme, quand on voit les économies que l'Union européenne, avec son programme de REPowerEU, c'est-à-dire en accentuant les investissements dans les renouvelables, a quand même économisé beaucoup d'argent qui n'ont pas été dans l'économie russe, même si on y va encore beaucoup trop. Donc voilà, c'est un appel que je vous fais. Encore une fois, les messagers comme moi, on les écoute de moins en moins. Oui, bon, ils s'occupent du climat depuis 30 ans, ben, pourquoi ? Alors qu'on est vraiment au cœur de la transformation économique. Ce n'est plus seulement une question d'environnement. C'est une question de transformation économique dont ce continent peut être en retard, risque d'être en retard, alors que d'autres déjà ont fait des choix bien plus nets et bien plus clairs. Et donc j'espère qu'on sera capable d'être debout et de vraiment choisir ce qu'on veut faire pour nous-mêmes, pour notre avenir, pour notre souveraineté, en regardant le futur et pas derrière nous l'économie du 19e siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup Laurence Tubiana pour cet exposé très clair de ces enjeux. Merci de rester sur scène et je vous propose d'accueillir tout de suite les intervenants avec lesquels nous allons poursuivre ce temps fort
consacré à la transition énergétique. Je vous demande d'applaudir Carol Hartmann, Henry Reding, Christina Stuart et Michel Taine. Installez-vous autour de moi. Alors, je vais vous présenter Carol Hartmann. Vous êtes ici. Merci beaucoup. Carol Hartmann, vous êtes juriste de formation, députée du Grand-Duché de Luxembourg depuis 2018 au sein du DP, dont vous êtes la secrétaire générale. À la Chambre des députés, vous présidez la commission de l'économie, des PME, de l'énergie, de l'espace et du tourisme. Vous allez pouvoir nous éclairer sur les nombreux enjeux qui concernent les politiques publiques. Henry Reding, vous avez fait toute votre carrière dans la sidérurgie, en particulier au sein d'ArcelorMittal, dont vous avez été le directeur des activités luxembourgeoises. Vous êtes depuis peu expert senior sur les questions de sécurité, toujours chez ArcelorMittal. Et autour de la table, vous allez pouvoir nous apporter la vision de terrain d'une grande industrie européenne. Christina Stuart, vous êtes physicienne de formation, experte des enjeux climatiques, de la comptabilité carbone et du secteur financier. Vous dirigez Carbone 4 ou Carbone 4 au Luxembourg, le cabinet de conseil de référence sur les enjeux énergie et climat qui a été cofondé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Vous nous apporterez le regard d'une experte de ces enjeux à mi-chemin entre les entreprises et les politiques publiques. Et enfin, Michel Taine, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de SolarCells, premier fabricant luxembourgeois de panneaux photovoltaïques. De fait, vous incarnez une nouvelle ère énergétique au Luxembourg et vous incarnez les efforts du secteur économique pour parvenir collectivement aux objectifs de neutralité carbone. Alors, pour commencer cette discussion et pour faire suite à l'exposé de Laurence Tubiana, finalement, comme elle, j'aimerais commencer un peu par un état des lieux et j'aimerais montrer des graphiques à l'écran. Vous allez voir une slide à gauche de laquelle vous pouvez observer l'évolution du mix énergétique dans l'Union européenne sur les 20 dernières années. Alors, on l'a présenté à la fois en pourcentage, c'est le premier graphique à gauche, mais aussi en millions de térawoules. Ça explique pourquoi, par exemple, le pétrole augmente en part sur le graphique de gauche, mais baisse en millions de térawoules sur celui de droite, puisqu'en réalité, c'est l'énergie totale disponible qui décroît. Pour rappel, ce qu'on appelle l'énergie disponible, c'est la quantité totale d'énergie primaire qu'un pays ou une zone géographique a à sa disposition pour couvrir ses besoins. Donc en clair, c'est ce qu'on produit au Luxembourg ou dans l'Union européenne, c'est ce qui est importé et moins ce qui est exporté, et ça prend aussi en compte les variations de stock. Et donc à droite, vous pouvez observer le même graphique sur la même durée, sur les 20 mêmes dernières années, pour le Luxembourg. Alors j'aimerais commencer avec vous, Christina Stuart. J'aimerais vous demander quelle est votre lecture générale de ces graphiques, mais aussi en les observant, on remarque notamment que la part des énergies fossiles reste quasi stable. Pourquoi cette part a du mal à baisser? Et est-ce que concernant le Luxembourg, c'est uniquement lié au tourisme à la pompe, aux frontaliers, ou est-ce que c'est aussi un frein structurel? Merci beaucoup oui, pour la question. Effectivement, tourisme à la pompe, c'est une question que je reçois souvent. J'aimerais bien, avant de parler vraiment des térawoules, de revenir aux émissions. Et ensuite, ça va nous permettre de faire le transfert vers l'énergie. Donc, déjà, quand on regarde les émissions du Luxembourg, on regarde les émissions territoriales dans un premier temps. Donc là, par exemple, on est à peu près 9 millions de tonnes de CO2 équivalent. J'aimerais bien voir le E à chaque fois à côté du CO2 un peu plus souvent, comme ça on se rappelle qu'il y a quand même plus de gaz à effet de serre à part le CO2, le méthane, etc. En tout cas, on a ces émissions territoriales. Et ensuite, on a aussi un autre indicateur qui est intéressant, c'est l'empreinte carbone. Donc quand on est au Luxembourg, et c'est là où souvent on se dit « Ah, mais au Luxembourg, on a le plus d'émissions de gaz à effet de serre en termes d'empreinte carbone par habitant ». C'est le plus élevé en Europe, par exemple. Donc, cet indicateur-là est particulièrement intéressant parce que là, on regarde la consommation. Et quand on regarde la consommation, ces émissions sont élevées pour quelles raisons? On voit dans un premier temps, c'est vraiment le poste du transport. Ensuite, on voit le logement. Ensuite, on voit les biens de consommation, etc. Et qu'est-ce qui est dans ce transport, ce logement, etc. L'énergie. C'est l'énergie. Donc, on a le pétrole pour se mouvoir avec la voiture. Et dans les logements au Luxembourg, il y a quand même presque 90% des habitations qui sont encore chauffées au fossile.
au gaz et au mazout. Donc, on a des infrastructures qui sont basées sur le fossile. Donc, la consommation des résidents au Luxembourg, et j'en fais partie, est vraiment liée à ça. Et donc, quand on regarde l'énergie peut-être un peu plus près, on a le côté qu'est-ce que le Luxembourg fait vraiment sur le territoire. Et là, on peut se dire, bon, en fait, c'est pas si mal. L'électricité qui est produite est assez verte. Honnêtement, j'ai vraiment appelé mon fournisseur d'électricité pour lui dire c'est quoi les sources du coup pour voir ce qu'il me répond. Mais totalement vert, tout est vert, tout ce que je consomme en termes d'électricité est 100% vert parce que ce qui est produit au Luxembourg, 100% vert. Bon, très 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 bien, je suis très heureuse, sauf que en fait, non, on importe beaucoup d'électricité, la grande majorité. On importe la majorité aussi de l'énergie. Laurence Lubina, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc, en fait, quand on raisonne au Luxembourg, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut raisonner à l'échelle de la grande région, à l'échelle de l'Union européenne. Donc, la question de l'énergie, de nos émissions, ça dépasse totalement les frontières. Après, Luxembourg a quand même des objectifs. Le PNEC, un plan, vise aussi les moins 55% d'émissions d'ici 2030. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en place, des énergies renouvelables, mais c'est lié à tous ces éléments-là que je mentionne, qu'on voit ces graphiques que vous montrez. Alors, Laurence Tubiana et Christina Stuart viennent d'en parler. L'Europe importe plus de 55% de son énergie et le Luxembourg près de 91%. Cette dépendance peut-elle être une fragilité stratégique? J'y ai pensé tout à l'heure, vous nous parliez du fait qu'il serait souhaitable de faire des transferts de technologie, à l'inverse de ce qu'on faisait il y a quelques années, mais plutôt de transférer par exemple de la Chine certaines technologies. Or, on voit que parfois la dépendance énergétique peut créer des problématiques, des dépendances à des nouveaux acteurs. On l'a vu avec la question du gaz russe, où certains pays ont eu du mal à réagir aux risques géopolitiques parce qu'ils étaient dépendants de ce gaz russe. Si demain on devient dépendant des technologies renouvelables de la Chine et que la Chine envahit Taïwan, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver face à un nouveau mur géostratégique? Effectivement, c'est dans un monde comme le nôtre, là où il y a une gigantesque partie d'échecs, c'est très compliqué. Et c'est quand même assez logique qu'on ne puisse pas avoir un grand accord coopératif et simple avec la Chine aujourd'hui. Ça, évidemment, c'est une évidence. Ce que je vois quand même, c'est que la partition, elle est jouée. C'est-à-dire qu'on va vers ces technologies vertes et l'électrification de l'économie. Trop lentement, absolument. Avec beaucoup de... En plus, comme vous le disiez, si on calcule vraiment l'empreinte carbone, c'est-à-dire aussi nos émissions embodied, enfin qui sont, je ne sais plus comment on dit ça en français, enfin bon, peu importe. On dépend beaucoup quand même du reste du monde pour nos émissions en réalité. Je pense qu'il faut... aujourd'hui, tout le monde fait la politique de la multiplication des relations, non plus du multilatéralisme pur, mais chacun essaye, chaque pays émergent, on peut regarder le Brésil qui fait ça entre l'Europe, la Chine, les autres. Il nous faut aussi des amis. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui en Europe. Donc, oui, il faut qu'on ait une relation avec la Chine. Comment elle va s'équilibrer? Ça va dépendre de notre capacité, sachant que je discutais avec un de vos collègues qui s'occupe de l'aviation cargo. Quand même, le marché européen, c'est notre premier argument. C'est le marché le plus grand, le marché solvable de la plus grande qualité au monde, encore, avant qu'on soit dépassé par d'autres. Donc on a un outil de négociation. Donc il faut arriver, et c'est très délicat, c'est les contrôles de l'information numérique, notamment dans les véhicules électriques, par exemple. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on n'accepte plus les investissements chinois dans les réseaux électriques, pour des raisons de sécurité. Donc il faut qu'on trouve notre chemin. Mais je vois que, y compris certaines entreprises, je prends un exemple en France d'une usine de batterie, au lieu de vouloir faire des batteries sans le know-how et de se planter, d'échouer comme ça, c'est arrivé l'année dernière pour une grande entreprise qui se lançait dans les batteries à grande échelle, de comprendre la technologie et de partager ses droits de propriété intellectuelle. Les Chinois l'ont fait, à nous de le faire. Mais c'est vrai que c'est une négociation stratégique dont on n'a pas l'habitude. Mais je pense qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est trop dépendant. Mais aussi on peut, et c'est peut-être je crois qu'on devrait avancer beaucoup plus vite,
proposer à un certain nombre de pays émergents qui exportent des matériaux critiques vers la Chine, de les exporter vers l'Europe en leur laissant une plus grande partie de valeur ajoutée de développement chez eux. Mais il faut qu'on construise une industrie de transformation de ces matériaux critiques qu'on n'a pas encore. Donc c'est pour ça que le gros sujet, c'est l'investissement industriel. Et d'ailleurs, on va zoomer, et puis j'ai dit tout à l'heure que le Luxembourg importait beaucoup, mais le Luxembourg produit aussi, et d'ailleurs ce graphique montre ce que le Luxembourg produit. Dans le cercle intérieur, vous avez ce qui était produit en 2017, et dans le cercle extérieur, vous avez ce qui était produit en 2024. Michel Taine, je me tourne vers vous. On observe sur ce graphique une montée en puissance de la production photovoltaïque et des énergies renouvelables aussi en général. Est-ce que, selon vous, nous sommes au début d'une véritable bascule ou est-ce qu'on est encore dans une phase marginale? Pour reprendre l'expression de Laurence Tubiana à l'instant, est-ce qu'on avance assez vite sur ce sujet? Est-ce qu'on avance assez vite? Je pense que si on fait le tour un peu dans le Luxembourg, je pense qu'il y a encore beaucoup de toitures qui ne sont pas remplies de panneaux. Maintenant, il ne faut pas nécessairement les remplir, mais juste pour de l'autre consommation, je pense qu'il y en a encore des choses à faire. Et je pense que pour l'instant, il y a beaucoup de particuliers qui y pensent avec les subsides et il y a une véritable ruée vers le photovoltaïque, ça c'est clair. Mais pour les grandes entreprises, bien sûr qu'aussi, il y a des problèmes avec des toitures où la statique n'est pas nécessairement fait pour. Il y a des solutions avec des panneaux ultra légers. Il y a des solutions un peu pour tout. Il y a un peu d'agri-photovoltaïque qui se fait de plus en plus là maintenant. Oui, je pense que le photovoltaïque a encore de la marche au Luxembourg. Et après, si on commence un peu à plus utiliser aussi les batteries, on va dire, industrielles, oui, ça peut devenir encore plus intéressant. Maintenant, il faut aussi que, bien sûr, qu'il y a des investissements dans le réseau qui sont nécessités là maintenant. Mais bon, je pense qu'on est sur la bonne voie, oui. Mais on a dit beaucoup de choses là maintenant sur notamment notre ami, la Chine. Oui, mais si je me permets. Allez-y. Désolé. Mais effectivement, oui, on est très dépendant de la Chine et on est dépendant dans des façons qui ne sont pas nécessairement très claires parce qu'il y a beaucoup de développement justement dans le photovoltaïque qui se fait encore en Europe là maintenant. Donc, en gros, les États de l'Union, il investit dans le développement et après ce développement-là, alors les fruits vont être industrialisés en Chine parce qu'ils ont l'argent à mettre derrière ça. Donc ça, c'est déjà une chose. Une deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, que la surcapacité de la Chine en termes de photovoltaïque fait que la qualité, elle a chuté énormément. Aujourd'hui, c'est ce qu'on installe sur les toitures en matière de panneaux chinois. Il a des très fortes chances qu'on doit le changer dans 5-10 ans et non pas dans 30 ans comme sur les fiches techniques, c'est bien marqué. Ça, c'est un très grand problème. En plus, c'est ce qu'on installe là maintenant en provenance de la Chine, on va dire en bon marché. C'est souvent très difficile à recycler. Il y a la présence de l'antimoine dans le verre qui est traité par les verriers de verre contaminé, donc on ne peut pratiquement rien en faire. Il y a du fluor dans le backsheet qui, dans le recyclage, ça va faire des fameux PFAS, donc il nécessite des filtres spéciaux. Donc tout ce qui est un peu le end of life, et en parlant même pas de l'empreinte carbone, c'est quand même très compliqué de ce qui vient maintenant de la Chine. Maintenant, étant vraiment dépendant de la Chine, oui, parce qu'on aime bien les prix fortement rabaissés. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ces prix fortement rabaissés pour augmenter le photovoltaïque, sa partie ici au Luxembourg et dans d'autres pays? Ça se discute. Le panneau, il n'est pas dans une installation en photovoltaïque. Il y a des choses qui sont plus chères que les panneaux, je peux vous le dire. Même avec un panneau à un prix, on va dire, entre guillemets, européen.
Donc là maintenant, c'est ce qui a été fait les années dernières par nos amis. C'est que le photovoltaïque en Europe, le développement et la production, c'est pratiquement mort, hein, sans exagération. Donc on passe, juste pour donner un dernier chiffre, en 2024, au début de 2024, on était à une capacité de production de photovoltaïque en Europe de 6 gigawatts. À la fin de 2024, il resterait encore 3 gigawatts. Et une bonne partie sont dormants, donc des machines qui ne produisent plus. Karl Hartmann, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, Christina Stuart citait le PNEC, parce que c'est vrai que finalement, pour faire suite à ces constats, le Luxembourg s'est fixé des objectifs, c'est donner une stratégie dans le PNEC, le Plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Quelle est la trajectoire vers laquelle veut aller le Luxembourg et concrètement, quelles sont les mesures phares qu'il faut mettre en place? Oui, alors si on a jeté un coup d'œil sur le graphique précédent, on a bien vu que la progression des énergies renouvelables a été encore assez lente à partir de 2005. Mais on voit quand même ces dernières années, et c'est justement en raison, à mon avis, du PNEC 2021-2030, qu'il y a vraiment des mesures phares qui montrent qu'on n'a pas d'hésitation, parce que je pense que c'est un élément important. Ces hésitations, ils sont toujours présents. Je me rappelle les élections 2023. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit « Mais qu'est-ce que le Luxembourg peut faire au niveau changement climatique ?» Et beaucoup de gens sont un peu repliés sur soi. Ici au Luxembourg, on pense qu'on ne peut rien faire en tant que petit pays, mais notre réponse a été très claire. D'abord, on fait partie d'un marché commun européen. On a notre voix en Europe à jouer. Et le Luxembourg, comme tous les pays européens, ont leurs choses à apporter aux efforts qui sont faits au niveau des énergies renouvelables et pour essayer de faire face à ce changement climatique. Donc le PNEC que vous avez mentionné a effectivement des mesures très ambitieuses. Et le chauffage que vous avez mentionné est un des points clés parce qu'effectivement, au Luxembourg, ce qui peut paraître bizarre, parce qu'on a quand même des ménages qui peuvent aussi investir dans le renouvelable, mais qui ont mis longtemps à investir. Et c'est pour cela qu'il a fallu, et c'est un élément important du PNEC, qu'il a fallu mettre en place des subventions importantes encourageant les ménages luxembourgeois à investir également dans les énergies renouvelables, changer du chauffage fossile à un chauffage soit mixte, soit unique, mais que ce soit solaire ou par d'autres moyens. Et par ces subventions très fortes pour toute la population, on encourage aussi bien toutes les personnes, mais on encourage aussi des entreprises comme celle de M. Tyne à investir en fait et à produire ici au Luxembourg, et à d'autres entreprises sont encouragées par aussi des aides pour les entreprises, à nous aider à arriver à nos objectifs. Vous parlez des aides aux entreprises, effectivement, les efforts, on les demande aussi aux industriels. Et là, je vais me tourner vers Henri Reding. Laurence Tubiana expliquait tout à l'heure sur scène que la décarbonation n'était pas forcément la décroissance ni la déproductivité. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi dans une entreprise comme ArcelorMittal? Est-ce qu'on peut concilier la décarbonation et la compétitivité internationale? En effet, il faut regarder tout le tableau. J'ai entendu tout à l'heure, quand Laurence a parlé des Chinois qui jouaient sur les deux tableaux. Je crois qu'en tant qu'industriel mondial, il faut aussi jouer sur tous les tableaux. Et il faut considérer, on va dire, la logique économique. Il faut surtout viser donc, de façon responsable à encore être là le lendemain
on va dire, le moment pour lequel on investit aujourd'hui. Donc ça doit fonctionner. Donc je peux vous donner quelques exemples. Actuellement, ArcelorMittal produit 69 millions de tonnes d'acier. Bon, là, pareil, les Chinois produisent la moitié de la consommation mondiale, mais consomment aussi la moitié de la consommation mondiale. Donc là, on parle de 2 milliards de tonnes. Donc on est plutôt petit comparé à ça. Avec nos 69 millions, on produit la moitié en Europe. Et on est aujourd'hui en train d'investir dans un nouveau marché où on n'était absolument pas présent il y a encore quelques années, c'est l'Inde. L'Inde où le marché visiblement est en train de se développer, où la consommation sera forte encore les années à venir. Le marché européen est un marché mature. Nous avons subi les conséquences depuis la crise économique des années 1970. Donc, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours géré la crise européenne. On a toujours essayé de réduire les coûts, etc., etc. Donc, pour vous dire, on investit maintenant en Inde. On essaye là de suivre ce marché-là. Et on joue sur les deux tableaux. D'un côté, on met en place des nouveaux hauts fourneaux qui marchent encore avec du charbon, qui produisent encore du CO2. Mais on sait que de l'autre côté, le CO2, on peut le capturer et on peut en faire quelque chose. Nous avons déjà développé un premier prototype sur notre usine à Gand qui transforme donc ce CO2 en bioéthanol, qui peut servir de combustible à d'autres industries. Mais à côté de cela, nous sommes en voie de nous rendre complètement autonomes en besoin d'électricité. En Inde, où nous avons la place pour installer des éoliennes, de la photovoltaïque et des bassins hydrauliques, histoire d'avoir l'énergie électrique tout le temps. Donc, vous voyez que les deux fonctionnent bien et ça fonctionne aussi avec notre objectif responsable d'aider le développement climatique. Mais encore une fois, ça ne sert à rien de vouloir aider le développement ou la protection climatique si on n'est plus là demain pour continuer à le faire et laisser la place à ceux qui, à la limite, ne le font pas de façon responsable. Michel Taine, la transition énergétique, effectivement, c'est un levier de croissance. C'est aussi un gisement d'emploi, de filières nouvelles, d'innovation. Est-ce que le problème, c'est qu'on l'a trop présenté comme une contrainte et non comme une opportunité de croissance ? Je pense que oui, les sceptiques, ils existent toujours, ils existeront toujours, ça c'est clair. Par contre, a été beaucoup parlé, notamment dans les élections au Luxembourg, on ne veut pas avoir des réglementations qui nous font faire des choses de gauche et de droite. Je peux quand même vous dire que les installateurs de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques et de sanitaires et de tout ça, ils ont quand même bien profité de tout ça. Et c'est clair que ça a créé et ça nous a fait... ça a fait survivre certains installateurs les 3-4 dernières années. Donc oui, c'est une opportunité pour l'emploi et notamment dans le domaine de la production, pas de la chaîne d'approvisionnement qu'il y a derrière. Ça fait bien sûr vivre pas mal de personnes. Maintenant, il faut peut-être un peu penser différemment ou faire des choses un peu... aller vers d'autres solutions, mais c'est pas... c'est très, je pense, c'est très abordable en fait, en gros. C'est très faisable. Christina Stuart, il y a une énergie qu'on n'a pas évoquée depuis le début de cette table ronde, c'est l'énergie nucléaire, qui a longtemps été rejetée et toujours aujourd'hui officiellement par le Luxembourg. Pourtant, certains disent que c'est l'énergie qui permet à la fois le mieux d'équilibrer le fameux triangle entre sécurité d'approvisionnement, prix et impact climatique, mais que c'est aussi une énergie, on parlait tout à l'heure de la dépendance énergétique, qui permettrait d'assurer notre indépendance énergétique. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que c'est le nucléaire qu'il faut développer en Europe ? Alors, le nucléaire, sujet toujours extrêmement controversé. Bon, on n'est pas en France, au Luxembourg. En Allemagne, à chaque fois, c'est un discours qu'il faut porter un peu différemment. Bon, je viens des 3 pays, donc ça va.
je suis sur terrain neutre. Déjà, partons des faits quand même. Si on regarde uniquement l'indicateur du changement climatique, donc là, on va prendre l'indicateur de l'intensité carbone. Carbone, c'est un raccourci, on parle de tous les gaz à effet de serre, CO2 équivalent. Donc, combien de kilogrammes de CO2 équivalent sont émis par kilowattheure produit d'énergie? Si on regarde ça, et on regarde à une échelle des différentes sources énergétiques qui peuvent produire le vecteur énergétique de l'électricité, effectivement, tout en bas, on a le nucléaire, on a aussi l'éolien, on va aussi avoir le solaire. Le solaire, c'est un tout petit peu plus haut parce que ça dépend vachement d'où est-ce que ça a été produit. Vous avez dit tout à l'heure, bon, si ça a été produit en Chine avec une intensité électrique très forte en carbone, les panneaux aussi sont aussi plus carbonés. Et puis on monte et on arrive au trio fameux avec le gaz, pétrole et charbon. Bon, donc du coup, si on part des faits effectivement, le nucléaire est une source énergétique bas carbone, pas renouvelable, bas carbone, et qui a une capacité aussi d'être très centralisée. Donc on peut avoir une capacité très forte à un seul endroit. Bon, ça c'est un peu les faits sur le climat. Après, si on regarde les faits sur d'autres indicateurs, il y a la sécurité, on a vu Fukushima, bien avant d'autres expériences. Il y a aussi la situation liée aux déchets. J'étais moi-même allée à Bure voir à quoi ça ressemble les tunnels d'enfouissement. On cherche à se dire quoi faire avec les déchets radioactifs. Donc, bon, il y a plusieurs faits qui existent de cette manière-là. Si on regarde uniquement le changement climatique, oui, c'est une source bas carbone. On ne peut pas le nier, on ne peut vraiment pas le nier. C'est un cas. Après, le frein principal pour le nucléaire aujourd'hui, ça va être le prix. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. Ça coûte extrêmement cher. Alors que le solaire est vraiment peu cher, le moins cher. Donc aujourd'hui, avoir ce débat sur... en plus, on parle de l'inaction. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut agir un peu plus vite, il faut le faire maintenant. Est-ce qu'on veut vraiment attendre que les prix dans le nucléaire baissent alors qu'on a déjà des prix très, très, très bas pour le solaire? Ça n'a pas beaucoup de sens économique. Là, je raisonne vraiment... et à un moment, il faut se dire qu'est-ce qui est pratique. Pour les pays qui ont déjà beaucoup investi dans le nucléaire, qui ont des réseaux qui sont bas carbone, effectivement, économiquement, ça a du sens d'utiliser cette électricité bas carbone. Si par contre, on réfléchit aux nouvelles capacités, il faut faire vraiment réconcilier l'économie avec le climat. Parce qu'il faut agir aujourd'hui, il faut agir maintenant. Donc, on ne va pas attendre d'une solution parfaite avec le nucléaire qui a zéro risque, qui coûte vraiment, vraiment très peu cher. Il y a aussi plein d'innovations qui existent. On va mettre du nucléaire sous le sol, comme ça ne va créer aucun risque. En plus, les déchets seront déjà là. On peut dire qu'il y a des petits réacteurs qu'on pourra mettre sur des tables. Les Small Modular Reactors, on en parle beaucoup aux États-Unis. Toutes ces innovations, c'est dans longtemps. C'est dans vraiment longtemps, alors qu'on a des solutions aujourd'hui. Donc bon, on peut faire un débat, mais à un moment, il faut se dire, il faut faire quelque chose maintenant. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans notre boîte à outils qui peut être déployé, qui réconcilie l'économie avec l'environnement et avec l'écologie, le climat, c'est les renouvelables. Vous nous faites glisser naturellement vers la dernière thématique avant qu'on parle des questions du public. En fait, c'est la question aussi de l'acceptabilité de cette transition énergétique. Et Laurence Tubiana, je me tourne vers vous. Christina Stuart vient de parler du prix. C'est-à-dire qu'on a cette impression, et en tout cas on entend cela, que la transition énergétique et la justice sociale, en quelque sorte, ça n'irait pas ensemble. Les gens ont peur de payer plus cher. Comment éviter que les plus vulnérables soient aussi les plus pénalisés par la transition énergétique ? Il y a beaucoup de choses à faire, un peu différemment, je vais y venir, mais peut-être juste pour rebondir sur nos amis, qui ne sont pas vraiment nos amis. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire sur le contenu local.
dans les politiques d'achat public qui vont nous permettre quand même de redévelopper cette industrie qu'on a mis à mal à plusieurs moments de l'histoire du solaire. Rappelons-nous quand même, dans les années 50, je pense que l'Europe était dans les premiers à faire du solaire à concentration, des panneaux, enfin, on était les premiers. Donc il ne faut pas refaire cette bêtise. Et c'est vrai que je crois qu'avec un marché des capitaux et une politique d'achat public qui précise du contenu local, on peut redémarrer. Et vous avez donné des bonnes indications, durabilité, recyclabilité, il y a plein de critères qu'on pourrait pour avoir cette nouvelle phase industrielle. Et par ailleurs, quand on peut profiter évidemment, je pensais surtout au secteur des batteries, sur lequel c'est vrai que là on est en retard par rapport à comment faire. Alors sur l'acceptabilité, ce qu'il y a de clair, c'est qu'on a aujourd'hui, si je pense juste le marché, je prends le marché de l'électricité, pour toutes sortes de raisons historiques, on a un marché de l'électricité qui aujourd'hui ne permet pas de différencier la valeur environnementale de la source d'électricité en particulier, puisqu'au fond on se fixe sur les prix, le coût marginal notamment du gaz. Et qu'on a un marché de l'électricité où on n'a pas réussi à donner un aspect social au prix de l'électricité, sauf dans certains pays, et c'est assez marginal. Et il faut qu'on refonde ce marché qui à la fois donne le signal que la priorité est à l'énergie propre, avec le problème quand même du coût du kilowattheure ou du mégawattheure nucléaire, qui est quand même, avec les centrales nucléaires bien amorties, bon, c'est déjà plus cher que le solaire. Et alors avec les nouvelles, c'est bien plus cher. Hein. Donc on a un vrai problème de coût de cette énergie dont on a sûrement besoin d'une certaine façon, mais qui ne peut pas faire tout ce qu'on doit faire d'ici 25 ans. Parce qu'en 25 ans, là, il faut qu'on décarbone l'électricité complètement. Et ben là, en 25 ans, on ne les aura pas, hein, tous les réacteurs nucléaires dont on aurait besoin. Parce que ça, c'est trop long à construire. Donc, moi, je plaide pour qu'on a vu que, et ça a été bien établi par beaucoup d'instituts, les politiques de décarbonation européenne, elles ont été régressives parce qu'elles ont porté sur les prix et que, évidemment, la facture d'électricité pour les ménages modestes, c'est beaucoup plus important que pour un ménage de revenus moyens ou élevés, pour lequel ça n'a évidemment pas d'importance. Donc le prix du carbone implicite, il a beaucoup de poids sur les ménages modestes. Donc il faut qu'on refonde ça. Il y a plusieurs possibilités de donner évidemment une partie de l'électricité à très bas prix dans les premières tranches de consommation, d'avoir des tarifs particuliers pour les ménages modestes. C'est possible de le faire. Surtout maintenant où on a quand même une capacité de surveillance de la consommation avec tous nos compteurs intelligents, où c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de cibler les subventions. Mais en même temps, il faut qu'on arrive à enlever les subventions fossiles, parce qu'il faut qu'on puisse les donner justement aux gens qui en ont besoin. Et les fossiles aujourd'hui, il faudrait regarder le circuit de cet argent, c'est plusieurs centaines de millions hein, qu'on passe dans le secteur des énergies fossiles, et comment on pourrait passer de ces subventions à des soutiens aux énergies renouvelables. Et donc, je pense que ça suppose une refonte complète de notre marché de l'électricité et une refonte de nos systèmes de soutien. Et j'insiste là-dessus parce que c'est en discussion aujourd'hui, notre politique d'achat public. Toujours dans cette question de l'acceptabilité, Karl Hartmann, tout à l'heure, Laurence Tubiana nous disait qu'il y a une énorme tentation en ce moment de se dire que le climat n'est pas la priorité. On a l'impression qu'il y a un shift politique qui est en train de s'opérer, politique et budgétaire aussi ces dernières années, où alors qu'on parlait beaucoup de transition énergétique, écologique il y a quelques années, d'autres priorités ont pris le devant de la scène. En tant que responsable politique, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous remarquez et est-ce que vous arrivez à contrer ce discours ? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de priorités politiques qui se sont développées autour des conflits auxquels on assiste malheureusement, mais que les priorités politiques et les réactions aussi à ces conflits sont quand même complémentaires. Et on a toujours, ici au Luxembourg en tout cas, les mêmes priorités avec le gouvernement qui est en place depuis 2023 au niveau de nos objectifs climatiques qu'on avait auparavant, même s'il y a plusieurs conflits qui sont nés depuis lors. Et même si, par exemple, la défense aujourd'hui, la politique de la défense joue un
un rôle beaucoup plus important qu'on l'imaginait tous. Aussi, nos efforts de défense peuvent être vus complémentairement avec nos efforts dans ce qui est la transition énergétique. Je pense beaucoup à tout ce qui est le dual use, ou pour tous nos investissements qu'on fait maintenant et qu'on veut faire en tant que membre de l'OTAN, qu'on doit aussi veiller à investir cet argent dans les énergies renouvelables qui peuvent aussi nous aider à atteindre nos priorités, nos projets politiques au niveau de notre politique de défense. Donc, non, je ne trouve pas que les sujets autour de la transition énergétique soient moins importantes maintenant à cause d'autres priorités. Je pense qu'elles sont complémentaires. Dernière question sur cette thématique de l'acceptabilité. Henri Reding, tout à l'heure, Laurence Tubiana en parlait aussi, la question des normes, les normes européennes qui, selon certaines entreprises, les écrasent. De votre point de vue de grand industriel, est-ce que les normes, elles sont un frein pour vous ou au contraire un levier qui vous pousse à innover? Oui, ça, il faut regarder norme par norme quelque part. Je crois que jusque-là, globalement, lesquels en tout cas? Je suis bien d'accord. Donc, en parlant aussi des dernières, par exemple, je veux dire, réduire les émissions et optimiser ou éviter le gaspillage d'énergie, je dirais, ça c'était bien sûr une décision où on s'investissait volontiers et le gain était évident. Actuellement, l'Europe qui commencera bientôt à taxer les émissions CO2 si on n'arrive pas à les éviter, ça c'est actuellement donc quelque chose où on voit ça très difficile pour l'accompagner. Au contraire, on est en train d'expliquer la problématique. On a parlé du CBAM. Je crois que l'Europe est un peu trop seule actuellement au niveau du monde par rapport à ça, et les producteurs européens ont vraiment du mal à appliquer cette norme-là sans en subir des conséquences négatives. Donc on est en train d'expliquer ça en long et en large, ça prendrait trop de temps maintenant. Bien sûr, on profite, je veux dire aussi, de cette décarbonation, on profite de la protection climatique. Je suis très content que notre petit laminoir donc de Rodange, où j'ai été responsable sur ça, que j'en parle, je connais les détails. Les pylônes électriques pour transporter l'électricité des éoliennes de la mer du Nord et de la mer Baltique vers les centres de consommation, ils consomment donc à peu près 20% de la production de cette usine à Rodange. Donc là, on a une position donc idéale pour livrer ce marché-là. Pareil pour les rames de tramway qu'on a développées. Donc tout ça, c'est des bons développements. Et on dit en effet, le bon côté de ce développement, c'est que l'investissement public, l'infrastructure, effectivement, et l'investissement privé, la politique européenne peut faire en sorte de pousser alors l'utilisation d'acier vert. Dans ce sens, au moins, on va dire, on donne un intérêt à la chose, au moins d'une façon locale. Malheureusement, pour nos usines en Europe, nous produisons surtout pour le marché européen de ces usines-là, mais nous avons aussi un besoin de remplir l'usine d'une façon minimale, histoire donc de compenser les coûts fixes. Et souvent, cela va de pair avec un minimum d'export. Ça dépend aussi des fluctuations de marché. Si un marché local à un moment est difficile, on est content d'avoir un autre marché. Sans parler du fait qu'on a aussi sur les usines des produits où on est leader mondial, où c'est des produits à haute valeur ajoutée, où le marché, de façon naturelle, est mondial. Donc là, il faut garder la compétitivité. Et ça, maintenant, ce sera très difficile. Si en plus des coûts d'énergie qui sont 2, 3, des fois 4 fois plus élevés ici en Europe que sur le marché où on va aller, où on doit donc être en compétition avec des producteurs locaux. Si en plus de cela, il faudra payer les taxes CO2, respectivement les investissements nécessaires pour les éviter,
Je pense qu'on peut dire que ça ne fonctionnera plus. Je peux citer, et je suis désolé d'être un peu long, là c'est important, regardez, rien que le marché, la consommation d'acier en Europe, prenons par exemple la production automobile. Si les producteurs de voitures en Europe doivent payer l'acier plus cher, payer l'énergie plus chère, et les voitures, ils vont les vendre sur le marché européen où ils sont en concurrence avec des voitures qui seront importées, où il n'y a pas de taxe CBAM, d'accord ? Sur ce deuxième niveau, il n'y a pas encore de taxe CBAM. C'est complexe donc de mettre en place. Donc ils ne peuvent pas subsister contre des importateurs de voitures qui auront produit en dehors. Et quand on parle des grands producteurs européens, ils ne produisent pas qu'en Europe. Ils produisent aussi aux États-Unis. Et ils voient donc que c'est préférable de produire la prochaine nouvelle voiture sur une ligne aux USA plutôt qu'en Europe. Et de cette façon-là, petit à petit, le marché de l'acier s'érode, donc la consommation diminue. En même temps, et je commence à arriver vers la fin, en même temps, le marché devient donc plus petit, mais en même temps, on importe de l'acier qui ne paye pas les taxes CO2 et qui ne demande peut-être même pas d'investissement parce que bon, les Chinois produisent déjà presque autant d'acier vert aujourd'hui que la consommation au niveau que consomme l'Europe. Donc, ils pourraient facilement livrer le marché européen avec de l'acier vert, mais la quantité d'acier, on va dire noir, qu'ils produisent à côté, elle est considérable. Donc, si nous, on est en train donc de plaider, de dire, OK, l'Europe est aujourd'hui seule au monde à implémenter une taxe CO2, mais au moins qu'ils insistent alors de dire, si demain un producteur chinois va importer en Europe, ce n'est pas les émissions CO2 de l'usine qui importent qu'il faut regarder, mais alors les émissions CO2 de l'usine la plus, on va dire, sale de son pays, pour que ça change quelque chose au niveau national. Je me permets de vous couper, non pas pour vous couper, mais parce qu'il y a des questions du public, et si on veut avoir le temps de les prendre, c'est aussi important. Je vais demander à Bérangère de nous rejoindre sur scène, afin qu'elle puisse vous transmettre ces questions, ou ces remarques d'ailleurs. Exactement. Alors, dans le public, il y avait surtout deux parties. Au début le premier réflexe qu'on a tous, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement baisser notre consommation, agir différemment ? Et puis, à mesure, forcément, que le débat continue, on comprend bien qu'il y a le problème, et c'est ce que disait aussi M. Reding, de la compétitivité, des acteurs internationaux, de comment on se positionne, et que finalement, ce n'est pas que le Luxembourg, ce n'est pas que l'Europe, mais c'est aussi tout le marché global. Donc effectivement, ça nous fait cogiter là-dessus. Ce qu'on entend aussi dans les réactions, c'est le côté, mais finalement, que peut faire peut-être l'État luxembourgeois, en tout cas ici au Luxembourg ? Pourquoi est-ce qu'on n'assouplirait pas plus les règles en fait ? Pourquoi justement, si on entend Christina Stuart nous dire « mais le prix du solaire est très bas », qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour utiliser l'espace public ou l'espace des entreprises pour justement massivement soutenir le développement du solaire ? On a parlé des ménages et les gens qui mettent quelques panneaux sur leur toit, mais peut-être cette question elle est beaucoup plus politique là-dessus. Et voilà, ça c'est un petit peu les premières réactions qui arrivent comme ça. Peut-être Carole Hartmann sur cette question. Oui, ce sont des réflexions que le gouvernement s'est aussi fait. Et en fait, maintenant, on a mis en place toute une stratégie d'installation de panneaux photovoltaïques, par exemple, comme ça existe déjà dans d'autres pays, le long des autoroutes, ou par exemple tout près de zones d'activité, près d'espaces en fait, qui ne sont pas utilisés, des zones non édificantes qu'on peut utiliser également à la production d'énergie renouvelable. C'est possible dans d'autres pays, donc on veut aussi le mettre en œuvre ici au Luxembourg. Et voyez, il y a quand même aussi un autre aspect, c'est tout l'aspect digitalisation, respectivement, les procédures administratives qui doivent être plus simples, aussi plus accessibles. On a parlé aussi d'accessibilité pour aussi bien les citoyens, mais également pour les entreprises, donc pour encourager
également les personnes physiques que les personnes morales, les entreprises, à investir dans l'énergie renouvelable. Il faut aussi des procédures plus courtes et des subventions qui sont faciles, auxquelles on peut accéder facilement. Donc, c'est des choses qui sont mises en place, notamment par le programme du ministère de l'économie, Einfach sehr erneuerbar, qui est maintenant une des mesures phares pour encourager davantage le photovoltaïque. Merci. D'autres questions peut-être? Et je sais que d'ailleurs que des micros tournent dans la salle. Exactement, on peut peut-être passer effectivement dans la salle. Je vois là-bas. Au fond, monsieur, allez-y. Oui, bonjour. J'ai une question un peu spécifique. On a parlé beaucoup de choses très générales, mais au Luxembourg, il y a quand même une centrale nucléaire juste à côté. On a dit que c'était très cher, très bien. Et il se trouve qu'on a M. Reding sur scène. Je crois que vous êtes le seul client en tant qu'ArcelorMittal qui est connecté à cette centrale nucléaire. Alors, pour faire très court, le Luxembourg achète son électricité très largement en Allemagne. C'est en train d'évoluer tout doucement. On est à 79% d'importation d'électricité. Ça augmente un tout petit peu en Belgique, mais c'est très allemand, c'est très carboné. Je sais que c'est dur de sortir de ces contrats, mais est-ce qu'il n'y a pas là une piste pour acheter pas très cher, finalement, de l'électricité nucléaire qui est juste à côté? Sur cette question, Henri Reding. Oui, M. Bloch, donc pas trop compliqué à répondre. Donc le prix de l'électricité nucléaire française est donc déterminé par le coût de production marginal qui utilise du gaz naturel. Et donc, il est au même niveau plutôt que les autres pays. Donc, nous sommes, et contents de l'être, connectés aux pays voisins et on essaye d'acheter l'électricité là où elle est moins chère. Et si elle est moins chère en France, on l'achètera là. Peut-être Laurence Tubiana sur la question du nucléaire. D'abord, oui, vous avez tout à fait bien répondu. Pour l'instant, le marché de l'électricité, c'est le coût marginal de la dernière unité de gaz. Donc, bon, voilà. Donc, on n'est pas encore dans un moment où on peut choisir l'origine de l'électricité. Sur le nucléaire, le problème, c'est le délai, en fait. Hein. Bon, on a, et c'est toute la tension qui existe aujourd'hui dans le débat français sur l'énergie. On a des centrales assez anciennes, puis une nouvelle qu'on a du mal quand même à faire démarrer. Et puis, il y a ce grand programme d'augmenter de 6 nouveaux EPR qui vont prendre peut-être 20 ans, ou enfin, je ne sais pas combien d'années à construire. Donc, je n'ai pas d'option. Hein. Il y a ce problème des déchets, il y a plein de problèmes particuliers qui sont spécifiques. Mais on est en 2025. On doit arriver à la neutralité carbone totale de l'économie en 2050. Il faut espérer qu'on a un peu de capacité d'absorption des émissions par la nature. Mais enfin, elle se réduit puisque nos forêts sont en mauvais état. Pendant ce temps-là, on doit avoir décarboné, comme vous l'avez dit, l'électricité beaucoup plus tôt. Hein. Donc il nous faut à la fois beaucoup d'électricité et il nous faut beaucoup d'électricité zéro carbone rapidement. C'est ça le problème. Il n'y a pas un choix entre les deux aujourd'hui. Il y a faire du renouvelable puisqu'on sait le faire le plus possible aujourd'hui parce que ça ne prend pas de temps, ça prend beaucoup moins de temps, même si ça en prend quand même. Parce que le déploiement, même très ambitieux comme en France du nucléaire, va prendre très longtemps. On n'arrive pas à faire ces centrales en moins de 20 ans. Donc c'est incompatible avec la date de 2050. C'est ça le premier problème. Après, j'aimerais revenir sur le coût de l'électricité propre et de l'acier vert. Je pense qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si ArcelorMittal y a réfléchi, sur le double usage aujourd'hui des dépenses de défense. On l'a vu, enfin, sur le prix des voitures, quand même, le coût marginal d'un acier vert est quand même faible dans le coût total de la voiture. Donc on pourrait se dire, là encore, peut-être qu'il pourrait y avoir une réflexion sur le développement d'une industrie automobile européenne qui utilise ailleurs CBAM pour un surcoût de l'acier décarboné qui soit quand même faible par rapport au prix de la voiture. C'est quand même moins de 5% en général. Hein. Et alors sur les tanks, je ne vous dis pas, ça coûte vraiment pas beaucoup plus cher. Donc il y a quelque chose comme sur cet usage double
qui, je crois, puisque c'est là qu'on va mettre tous nos efforts d'investissement à grandir. Donc le nucléaire me paraît pas, c'est pas une question. C'est par ailleurs, c'est vrai que même le patron d'EDF aujourd'hui vous dit que on ne peut pas sortir de l'électricité nucléaire raccordée au réseau à moins de 180 € le mégawattheure. Bon, mais ça, 150, 120, 130, ça varie évidemment en fonction des durées de temps pour reconstruire les centrales. Alors que l'éolien offshore, c'est connecté au réseau, c'est quoi? C'est 80, 90 € le mégawattheure aujourd'hui. Donc, bon, il y a un problème aujourd'hui de coût et de rapidité. Je pense que ça me semble être un faux débat. Ça n'empêche pas d'investir dans le renouvelable aujourd'hui, surtout si on ne veut pas détruire les industries du renouvelable en Europe et qu'on veut leur redonner de l'espace, ce dont on a besoin. Et comme ça, on a un mix énergétique diversifié. Donc je pense que c'est un débat qui me paraît un peu... c'est très français, ce débat. Je pense que personne d'autre ne l'a qu'en France. Bon. Merci beaucoup. Je crois qu'on a encore le temps d'une dernière question dans la salle. Tout à fait. Bonjour, Jean-Baptiste Nivet, je travaille au think tank IDEA. J'avais une question pour Madame Toubiana, dont j'ai trouvé le discours passionnant, qui peut-être sort un peu de la question économique pour aller sur les questions plus politiques. On a eu pendant des décennies des personnes engagées, on a eu un discours très fort, des récits très forts, des images qui ont abouti notamment à l'accord de Paris, au Green Deal, à tous ces éléments. Et depuis, on a plutôt je ne sais pas si c'est un recul ou une stagnation, en tout cas au niveau de la vision des citoyens sur la priorité de la question écologique. Je voulais savoir s'il y avait eu, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais le passage d'un récit plutôt d'essayer de convaincre les gens à une sorte de victoire et ensuite à l'application aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une difficulté dans le changement de récit? Est-ce qu'il y a eu une difficulté dans le positionnement des personnes qui étaient engagées? Est-ce que ça peut expliquer en partie le fait que l'écologie, la transition écologique a eu un peu plus de mal au niveau des dernières années, et notamment un recul dans les sondages et ce genre de choses? Merci Jean-Baptiste. Laurence Toubiana, pour conclure cette table ronde. Alors, il n'y a pas de recul dans les sondages. Encore une fois, je crois que c'est 77% de gens qui sont préoccupés par le changement climatique. Eurobaromètre le plus récent, là, 2025. C'est les responsables politiques qui hésitent. Pourquoi? C'est un choix économique et c'est un choix politique. Vous imaginez bien que les secteurs des énergies fossiles, ils ne se déguisent plus maintenant. On voit le secrétaire d'État à l'énergie américain qui vient dire en Europe, le net zéro, il faut oublier, c'est une recette pour la pauvreté, il faut que vous retourniez vers les énergies fossiles, c'est les seuls. On a une réaction assez classique dans le domaine économique de secteurs qui ne veulent pas d'une certaine orientation et qui se battent pour l'empêcher. Il se trouve qu'effectivement, on a peut-être été sur une vague plus positive, où les citoyens, c'est vrai, étaient plus engagés, mais les responsables politiques plus convaincus, et que maintenant, on a un retour de bâton, parce que c'est jamais linéaire, ces évolutions. Et donc, on a maintenant une mobilisation très forte d'un secteur qui dépense vraiment beaucoup d'argent à Bruxelles. J'ai oublié les chiffres sur les lobbies pétroliers et du gaz, pour dire il ne faut pas y aller. Et comme il y a la guerre, et comme il y a eu le choc de l'invasion, s'il n'y avait pas eu l'invasion russe en Ukraine, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Ça a fait trembler tout le monde sur qu'est-ce que c'est la sécurité énergétique, comment il faut faire. Et du coup, le secteur pétrolier du gaz a fait passer un discours en disant la sécurité énergétique, c'est nous. Ce qui est assez paradoxal. Mais quand même, ça a marché. Et donc, c'est une bataille. Le climat, vous savez, je vais sortir dans quelques semaines, en fin octobre, un livre, et je cherchais le titre, et j'ai dit « Le climat est un sport de combat ». Ce n'est pas évident. Il y a des intérêts divergents. La bonne chose, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, on a des secteurs économiques qui ont choisi cette direction de transition énergétique. S'ils sont soutenus au lieu d'être empêchés, on peut vraiment y arriver. Mais c'est une bataille d'intérêts comme dans le secteur automobile, comme dans tous les secteurs économiques. On est en face de deux mondes. L'un qui veut pas arrêter et l'autre qui est en train de naître. Et ce n'est pas toujours des périodes faciles. Donc on est dans une période de conflit économique très clairement. Et je dois dire qu'au moins le mérite de l'administration américaine, c'est d'être très clair sur il faut que vous arrêtiez ça, il faut que vous importiez notre gaz et il faut que vous arrêtiez de parler du net zéro en 2050. Au moins les choses sont claires, elles sont sur la table. Merci beaucoup, je crois qu'on peut tous vous applaudir. Laurence Toubiana, Carole Hartmann, Henri Reding, Christina Stuart et Michel Taine.
Merci à toutes et à tous pour votre attention. On vous invite à une pause café d'une petite demi-heure et on se retrouve à 16h tapante ici pour le dernier temps fort de la journée autour de la transition technologique et notamment l'intervention d'Enrico Letta. A tout de suite, merci à vous.